et que donc, si vous ne voulez pas figurer, bien sûr, vous allez devoir couper votre caméra, que cet enregistrement ne sera pas diffusé en ligne, à aucun moment il ne sera public, mais il vous sera fourni à vous sur votre demande et uniquement sur votre demande, sachant qu'on peut vous fournir la vidéo, je peux aussi vous fournir uniquement la discussion. Et à propos de discussion, pour en revenir encore à un problème technique, ça serait pas mal qu'en effet les demandes de prise de parole se fassent plutôt par l'espace de discussion, qui est parfois dénommé chat, de manière à ce que je puisse contrôler si vous voulez, ces demandes, et que si par hasard nous n'avions pas le temps de discuter autour des problèmes qui seront posés par certains participants, bien ça puisse se faire de manière différée, mais de toute manière qu'il y ait eu une réponse à vos interrogations, ou en tout cas euh, même si c'est pas, il n'y a pas de vérité absolue, hein, c'est même si la réponse n'est pas celle de ceux qui savent à ceux qui ne savent pas. En tout cas, voilà, qu'il y ait que cet échange puisse être plein. Alors après, quant aux suites à donner à cette visioconférence, ça, nous pourrons en parler secondairement si vous le souhaitez, si vous pensez qu'un texte devrait être issu des ne serait-ce que des points d'accord communs qui peuvent se dégager disons, dans un univers dont on sait qu'il est en très grande souffrance, surtout maintenant, mais pas que ça fait très longtemps qu'il se passe des choses qui appelleraient des réponses à la hauteur de la situation. Voilà, j'ai terminé avec cette présentation, cette toute première introduction, et je vais donc, avant de reprendre moi-même la parole et de partager l'écran, je vais passer la parole au docteur Bernard Pock, qui va nous parler du décès d'un éminent confrère de Paris. Bernard, à toi. Merci Bernard. Oui, avec Bernard Pradine, on a souhaité que quelques mots soient dits ce soir à propos de Robert Moulias, le professeur Robert Moulias, qui est décédé hier en fin de journée. C'était une personnalité tout à fait marquante dans la gériatrie française. Et de plus, il avait de multiples contacts internationaux et de responsabilités. Après s'être largement investi dans l'organisation et la défense de la gériatrie, et ceci avec de nombreux écrits. Il écrivait beaucoup et personnellement, j'aimais beaucoup ses articles qui étaient souvent particulièrement pertinents. Par la suite, il a succédé à Robert Hugonneau de Grenoble dans le cadre d'Alma France, Allo Maltraitance, et il s'est engagé avec énergie dans la défense et dans la lutte, plus exactement dans la lutte contre les maltraitances envers les personnes âgées. Et par rapport à notre réflexion de ce soir, à noter qu'il s'était élevé contre la transformation de lits de long séjour en EHPAD au sein de l'assistance publique de Paris. Il n'avait d'ailleurs pas été à ce moment-là énormément suivi par ses confrères parisiens. Donc, d'une certaine façon, il sera un peu présent parmi nous ce soir. Et voilà, je voulais merci de ces quelques moments d'attention et de pensée pour lui. À toi, Bernard. Merci Bernard pour cet éloge. Oui, j'avais aussi l'occasion de le côtoyer, de l'écouter, et j'étais assez aussi impressionné aussi par l'âge qu'il avait déjà et la vigueur qu'il avait conservée. Je crois que bon, nous les gériatres, on n'est pas toujours les témoins d'une vieillesse tout à fait remarquable, mais celle-là, je veux bien l'imiter, oui. Si je peux, hein, j'essaierai. Voilà, donc je vais prendre le relais. Vous voyez, la politesse, hein, c'est de passer devant les dames, vous êtes d'accord, hein? Bon, on va continuer. Et je vais essayer de vous parler pendant un maximum de 20 minutes
d'un petit historique des soins de longue durée, étant entendu, pour ceux qui ne me connaissent pas, parce que je ne suis pas forcément connu de tous, que j'étais médecin, d'abord anesthésiste réanimateur, et puis au milieu de ma carrière, j'ai bifurqué vers la gériatrie et j'ai pris un service de long séjour pendant 18 ans et demi au centre hospitalier d'Albi. Voilà. Alors, je vais partager l'écran, donc ne vous étonnez pas, je vais peut-être admettre 3 personnes de plus, voilà, et nous partageons l'écran. Voilà. Alors, les personnes âgées, où sont-elles en France dans les établissements? Tout d'abord, à remarquer qu'il y a, alors suivant les chiffres, maintenant on parle de 770 000 places de personnes qui sont en établissement d'hébergement, plus ou moins de soins d'ailleurs, et ça représente malgré tout 10% des personnes âgées de 75 ans ou plus, ce qui est évidemment en augmentation actuellement. Et ceci est lié, vous le savez, il y a beaucoup de professionnels parmi vous, de personnes très intéressées dans le secteur. Vous savez que c'est le bouleversement historique qui s'est fait sur 2 générations, en gros, 3 maximum, avec une fragilisation de la famille pour de multiples raisons, avec la montée en puissance de pathologies chroniques et corollaire des pathologies chroniques et de l'âge, une dimension de dépendance qui est souvent confondue d'ailleurs avec la perte d'autonomie, qui n'est pas, à mon avis, synonyme, mais nous pourrons revenir sur cet aspect qui n'est pas central ce soir. En tout cas, un grand succès, on pourrait dire, puisque un tiers des personnes âgées de 90 ans ou plus sont dans un établissement. 8 sur 10 sont accueillis en EHPAD, c'est-à-dire en fin 2015, et 585 000, disons actuellement 600 000 pour faire gros. L'hébergement temporaire ou accueil de jour, ça représente 4% de cet hébergement, et les soins de longue durée, à peu près du même ordre d'idée, puisque nous avons actuellement, au tout dernier chiffre de 2019, 31 000 personnes qui sont en unité de soins de longue durée, avec une diminution très importante. Vous voulez couper votre micro, peut-être une personne qui a son micro activé et on entend les bruits autour. Alors, si c'est possible, hein. Il y a, donc je vous le disais, 31 000 places actuellement environ, mais ce qui est le plus remarquable et de loin, c'est évidemment d'où on vient. C'est-à-dire qu'au début des années 2000, quand j'exerçais, il y avait à ce moment-là environ, alors suivant les chiffres, mais voilà, en gros 83 000 places de soins de longue durée à ce moment-là, avec grossièrement 90% des soins de longue durée appartenant à des hôpitaux, souvent étant ou dans l'enceinte ou à proximité de l'hôpital, en tout cas dépendant administrativement et par rapport, si vous voulez, au personnel, à la gestion de personnel des centres hospitaliers. Et puis, nous avons bien sûr actuellement le début du mammy boom. Bon, vous n'avez jamais cru que ça serait le papy boom, mais vous avez raison. C'est donc le mammy boom qui nous attend et bien sûr avec les demandes que l'on peut supposer. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les unités de soins de longue durée ont été redéfinies, ceci en 2006, et ça reste valable, même si les définitions de ci, de là peuvent être différentes, mais en tout cas, elles sont comparables. Et je vous le lis parce que c'est court. Les unités de soins de longue durée accueillent et soignent des personnes présentant une pathologie organique chronique ou une polypathologie, soit active au long cours, soit susceptible d'épisodes répétés de décompensation et pouvant entraîner ou aggraver une perte d'autonomie. Alors, elle est intéressante, cette définition, parce que ce qui n'est pas mis en avant, c'est d'abord la perte d'autonomie. Elle n'est pas mise en avant, elle passerait par le biais de pathologies ou de polypathologies, et en particulier susceptibles de se décompenser. En pratique, insuffisance respiratoire, insuffisance cardiaque, les personnes qui vont faire des infections à répétition, par exemple, parce que c'est un terrain immunodéprimé. Voilà. Mais le premier élément n'est pas d'abord ce qu'on appelle de manière mauvaise, à mon avis, de manière inadéquate, la perte d'autonomie, parce que
l'autonomie n'est pas que fonctionnelle, elle est aussi décisionnelle. Et c'est un petit peu dommage d'utiliser ce mot de perte d'autonomie. En tout cas, c'est celui qui est utilisé pour les EHPAD, c'est-à-dire établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Voilà. Même si ce n'est pas le mot autonomie qui est utilisé pour les EHPAD, ça renvoie à ce qui est abusivement qualifié de perte d'autonomie. Ces situations cliniques requièrent un suivi rapproché, des actes médicaux itératifs, une permanence médicale, une présence infirmière continue et l'accès à un plateau technique minimum. Exemple très simple, nous savons, en tout cas en 2013, les derniers chiffres nous donnent 13% de présence infirmière la nuit dans les EHPAD et dans les soins de longue durée, ce n'est pas constant, mais en règle générale, là je n'ai pas de chiffres à vous donner, il y a malgré tout une présence infirmière continue et la possibilité d'appeler un médecin généralement de garde sur l'hôpital. Alors, tout ce que je suis en train de vous dire, vous pourrez bien sûr le contester ou le rectifier ou voilà, à votre guise. Si par hasard vous n'interveniez pas en séance maintenant, vous pouvez tout à fait m'envoyer un mail de manière à ce que, je dirais, les connaissances qu'on peut avoir soient précises, en tout cas les miennes. Du point de vue des personnels, il faut savoir qu'il y a plus de 500 000 personnes qui travaillent, 87%, 89% de femmes, peu importe, en tout cas, plus de 500 000 personnes qui travaillent dans les structures d'hébergement en France. Et c'est à peu près l'ordre d'idée des personnes qui travaillent à domicile. Hein. Voilà. Et bien sûr, on imagine que dès lors qu'il y a beaucoup moins de places en soins de longue durée, eh bien, vous avez grosso modo un dixième de personnel par rapport aux EHPAD qui travaillent en USLD. Donc, je vous disais que ces établissements ont fortement diminué en capacité. Et c'est très net puisque au début des années 2000, nous étions, je vous le disais, à 83 000 et grâce à ce qu'on appelle des coupes, parce que les coupes, ce sont des choses qui sont faites pour couper, vous voyez. Et alors, grâce à des coupes qui ont été utilisées, on est tombé en fait en 2011 à un chiffre qui est à peu près celui qui est actuellement d'actualité, c'est-à-dire autour de 31 000. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début des années 2000, il y avait eu dans l'idée qu'il fallait, en quelque sorte, reconnaître qu'il y avait des personnes qui étaient en soins de longue durée ou en maison de retraite de l'époque, ou foyer logement, ce qu'on appelait les établissements médico-sociaux, qui étaient des gens qui relevaient d'un soin médical, technique important, c'est-à-dire, au fond, on avait appelé ça aussi hospitalo-requérant à ce moment-là, c'est-à-dire des gens, au fond, alors soyons courts, qui ont besoin des soins de longue durée. Et on avait trouvé qu'en effet, il n'y avait qu'un quart, dans le critère de cette étude-là, de Ernest 2001, il y avait un quart des personnes présentes en soins de longue durée qui répondaient à ces critères. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on trouvait deux fois plus de personnes qui répondaient bien à ces critères dans les EHPAD, enfin dans ce qui va devenir les EHPAD après 2001. Et en 2006, on refait la même étude avec les mêmes critères et on retrouve qu'il y a nettement plus, alors peut-être parce qu'on s'est affiné dans l'évaluation, mais en tout cas, il y a en soins de longue durée à peu près un tiers des personnes qui relèvent bien des soins de longue durée, mais c'est fini, on n'évalue plus les établissements médico-sociaux. Alors, je ne sais pas pourquoi on enfin, si, j'ai une idée, je sais pourquoi on ne les réévalue plus, c'est parce que ça allait pointer, en effet, la nécessité de garder des services moins mal équipés que les autres. Et c'est ainsi que, vous voyez, en 2019, nous avons encore une augmentation du nombre de lits en établissement d'hébergement pour personnes âgées, dépendantes, alors que dans les unités de soins de longue durée, il y a un fléchissement en 2019 par rapport à 2015. Alors, ce qui est très intéressant, c'est de voir quel est ce qu'on appelle le taux d'encadrement. Alors, l'encadrement, ça ne veut absolument pas dire les cadres qui sont dans l'établissement, ça veut dire les personnels. Et donc, personnel tout confondu, vous voyez, c'est 62%, ça veut dire 62 personnes qui sont équivalentes temps plein, qui sont là pour 100 résidents. Et vous voyez qu'en soins de longue durée, on n'est pas tout à fait au double, mais pas très loin.
tout personnel, encore une fois, confondu, c'est-à-dire on serait dans un rapport 1 à 1. Par contre, si on regarde ce qu'il en est du personnel soignant, alors le personnel dit soignant, c'est le personnel des infirmières et des aides-soignantes, mais pas des agents de service qu'on trouve dans les établissements privés ou les agents de service hospitaliers qu'on trouve dans les établissements publics. Et là, quand on regarde ce qu'il en est des soignants, la différence en 2015, elle est beaucoup plus nette encore. C'est-à-dire que vous avez 28,7, un ratio donc de 0,3 en gros, pour le dire autrement, et vous avez un ratio qui est à 0,72 en soins de longue durée. Donc, on voit nettement la différence, si vous voulez, qu'il y a au niveau de la dotation de ces services, et Dieu sait si pourtant on estime que nous ne sommes pas assez nombreux. Combien de fois j'ai entendu en 18 ans et demi, nous ne sommes pas assez nombreux, où on me demandait de peut-être un peu moins prescrire, être un peu moins exigeant sur les soins, voilà, mais, malgré la bonne volonté des uns et des autres, que je ne remets pas en question. Alors, si on regarde la dépendance par la fameuse grille Agir, eh bien, on voit que dans les EHPAD en 2015, on est avec, alors, bon, il faut retenir juste le pourcentage, mais sans plus, hein. En gros, on est à 17,6 dans GIR 1 en pourcentage et on est à 40,2 en unité de soins de longue durée. Donc, on voit bien que même si le critère est d'abord un critère de pathologie entraînant la dépendance, il y a malgré tout une clientèle beaucoup plus lourde, comme on le dit généralement dans un très mauvais terme là aussi, beaucoup plus lourde dans les unités de soins de longue durée. Alors, je vais vers la fin de cet exposé et je voudrais vous dire qu'il y a quelque chose de nouveau qui se passe sur nos climats et pas que la pandémie actuelle. Il y a le fait que nous avons actuellement des députés, dont une de la majorité présidentielle et une de la France insoumise, mais ce qui est remarquable, c'est une de la majorité présidentielle, qui nous font un constat en mars 2018 qui est au lance-flamme, je dirais, c'est-à-dire véritablement, pourrait dire l'analyse est tout à fait précise. Et je cite, la fermeture de places du SLD a mécaniquement conduit les EHPAD à prendre en charge des patients qui étaient auparavant pris en charge dans ces unités hospitalières. La population accueillie aujourd'hui en EHPAD tend donc à se rapprocher de celle qui était accueillie en USLD il y a quelques années, sans toutefois bénéficier de la même prise en charge médicale et des mêmes moyens, nous venons de le voir, au moins en termes de personnel et en particulier de personnel soignant. Et qui plus est, c'est rajouté, alors bon, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce sont des problèmes très techniques que je ne maîtrise d'ailleurs pas forcément moi-même, mais il y a eu un décret en 2016 là-dessus et qui a essayé de faire une convergence de tarification entre les EHPAD et les soins de longue durée. Et là, le constat, il n'est pas non plus très joyeux. Cette tarification a fait de nombreux perdants sans que cela ait été suffisamment anticipé en l'absence d'évaluation préalable de son impact. Ben oui, surtout si on fait pas, voilà, si on mesure pas où sont les gens, comment, voilà, et si on les met pas les bons patients, je dirais au bon endroit. Ces perdants sont principalement les EHPAD publics hospitaliers, les USLD partitionnés et les EHPAD de petite capacité, tandis que les EHPAD privés lucratifs sont les grands gagnants de cette nouvelle tarification. Alors voilà, vous prenez acte. Pas très étonnant dans la bouche de la France insoumise, peut-être un peu plus surprenant dans celle de la République en marche, puisque véritablement, le constat est fait. Alors, je voudrais vous dire ceci aussi avant de passer la parole à Madame Le Gall, et peut-être, si vous voulez bien, à réserver les questions pour après les deux exposés, de manière à ne pas, je dirais, rompre la continuité des exposés. Je dois dire que autant je suis un défenseur, vous l'avez compris, de l'existence des soins de longue durée, et en plus, je continue à le penser maintenant, même après m'être arrêté pendant 10 années, donc, puisque j'ai pris ma retraite il y a 10 ans. Il n'empêche que je continue à chercher des analogies dans des pays étrangers
Et il semble bien qu'en Italie, alors nous avons peut-être une personne d'Italie une psychologue qui est rentrée dans la conférence ce soir, mais en tout cas, il semble bien qu'il n'y ait pas de soins de longue durée en Italie.